Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. De retour de Gironde où ils ont effectué une visite de terrain, les sénateurs de la mission d'information sur les conséquences de la tempête Xynthia auditionnent ce matin François Baroin, ministre du Budget. Il faut dire que les conséquences de cette tempête qui a fait 53 morts fin février dans les départements de Charente-Maritime et de Vendée sont très importantes. Il faut indemniser les agriculteurs touchés par la tempête, mais il faut également indemniser les propriétaires dont les maisons vont être détruites. Mais déjà, une polémique est née sur la question du rachat des maisons qui ne seront pas détruites. Jean-Louis Léonard, député UMP de Charente-Maritime, a dénoncé la semaine dernière la gabegie d'argent public, estimant que l'État allait racheter des maisons à prix exorbitant. Tout de suite, donc, direction la salle Clémenceau. Bonne matinée à tous. Monsieur le ministre, bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin pour vous entendre sur les conséquences de la tempête Xynthia. On parle beaucoup budget finalement, hein. Bien sûr, il y a eu des morts et rien ne peut remplacer la perte de vies humaines. Mais très vite aussi, les dégâts se sont révélés beaucoup plus importants que prévu. Un certain nombre de modalités ont permis, soit à travers le régime assurantiel, soit à travers des dispositifs qui concernent les biens non assurables, de faire face à l'ensemble de ces situations. Et donc je pense qu'on est très heureux ce matin de vous entendre pour nous donner des réponses sur un certain nombre de points sur lesquels nous vous interrogerons. Peut-être que dans un premier temps, vous pourriez nous faire un propos liminaire un peu plus général et ensuite on passera à un jeu de questions-réponses. En tout cas, merci de vous être rendu disponible ce matin. On essaiera de tenir les délais, faire en sorte que à 10h30, vous puissiez vous libérer pour recevoir une délégation du FMI. Je pense que si c'est, comment dirais-je, l'avenir budgétaire de la France qui se joue, on le comprendra et donc on vous libérera. Merci. Merci Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de rappeler à cette occasion en effet que c'est un drame humain. Vous êtes élu de cette région et j'ai évidemment une pensée pour tous les élus et pour toutes les familles qui ont soit perdu des proches, soit se retrouvent dans la désolation et cette mission d'information est un complément très utile, d'abord de transmission d'informations du rôle et de la place de l'État aux côtés des collectivités locales qui ont été durement touchées, auprès des familles, je le disais, auprès des acteurs économiques qui ont besoin d'accompagnement et de soutien. Je voudrais saluer le rapporteur et vous dire que c'est bien la moindre des choses que d'être à vos côtés. Le gouvernement est à la disposition du Parlement sur ce sujet comme sur tous les autres. Alors, ce qui a été fait, vous le savez, mais je me permets de le rappeler devant cette mission que vous présidez, nous avons mis en place très rapidement une campagne de proposition d'acquisition amiable des habitations qui étaient situées dans les zones dites de solidarité dans les deux départements de Charente-Maritime et de Vendée, sans attendre une procédure d'expropriation. L'État ne peut pas tout lorsque de tels drames surviennent, mais l'appui qu'il apporte aux victimes peut les aider à se relever. Telle est notre conception d'un État qui est responsable et solidaire à la fois. J'aimerais évidemment, avant de répondre à vos questions qui m'ont été communiquées, en tout cas les thèmes, vous présenter la méthode et le bilan de cette campagne d'acquisition. Par arrêté du 1er mars 2010, le ministère de l'Intérieur a constaté l'état de catastrophe naturelle à la suite des dommages qui ont été causés par ces intempéries, cette tempête du 27 février dernier dans l'ensemble des communes sinistrées de Charente-Maritime, Vendée, Deux-Sèvres et de la Vienne. Dès la fin mars, les services locaux de France Domaine ont lancé rapidement des évaluations des habitations qui étaient situées dans les zones de solidarité de Charente-Maritime et de Vendée. Ces services ont fourni un travail très important, 7 jours sur 7, faisant même appel à des renforts. Le but de cette démarche est de donner aux personnes sinistrées les moyens, pour celles qui accepteront notre proposition, de se réinstaller rapidement et dans des conditions économiquement satisfaisantes. C'est la raison pour laquelle nous appliquons la méthode du Fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit Fonds Barnier, je vous le confirme devant vous. Les maisons sont évaluées en utilisant des comparaisons actuelles, mais situées en dehors des zones sinistrées. Les propositions sont toujours formulées à la suite d'une visite sur place. Depuis la semaine dernière, il a été décidé et précisé aux propriétaires que l'offre était valable pour une durée de 3 mois après sa transmission. Mes services ont fait en sorte de pouvoir traiter les actes d'acquisition de manière accélérée. Dès l'accord du propriétaire sur la proposition d'acquisition qui lui a été faite par l'État, nous devons pouvoir conclure l'acte et le paiement
du prix d'acquisition sous un délai rapide de l'ordre de moins de 3 mois. Je pense que la qualité et la rapidité avec laquelle l'État apporte une réponse est un élément constitutif d'un bon exercice d'une mission de service public dans une situation aussi dramatique humainement. Parce que cette question de l'acte de propriété, du dommage, est un impact personnel, individuel, on ne doit jamais l'oublier, et c'est en même temps aussi un élément du patrimoine qui, pour certains, aurait pu s'effacer de manière définitive, et c'est notre rôle d'être à leur côté et à vos côtés comme élu local. Alors cela est possible, je crois qu'il faut quand même là aussi le rappeler, grâce à l'accord que nous avons passé avec le Conseil supérieur du notariat sur un dispositif d'acquisition fondé sur la rédaction et l'authentification des actes par des notaires à partir d'actes types simplifiés. Là aussi, on a essayé de mettre en place un dispositif de clarification, de simplification dérogatoire, mais bien compréhensible dans ce cas-là, et un accord global avec les acteurs du secteur nous permet d'avancer. À titre d'exemple, les notaires acceptent de réaliser des actes sur les biens malgré l'absence des certificats habituels, puisque ces biens sont destinés à la destruction. Par ailleurs, à l'instar des actes passés habituellement chez les notaires par les particuliers, les biens acquis par l'État seront intégralement payés lors de la signature des actes chez le notaire, et les propriétaires pourront ainsi bénéficier le plus rapidement possible du montant de leur acquisition. Je souhaiterais maintenant, si vous me le permettez, Monsieur le Président, vous présenter un premier bilan chiffré de cette campagne, à la date du 8 juin dernier. En Charente-Maritime, les visites sur place en vue d'évaluer les biens à la demande des particuliers sont quasiment achevées. Dans ce département, la formalisation de l'ensemble des avis domaniaux sera achevée à la fin du mois. D'ores et déjà, 162 propositions ont été transmises, 56 acceptations et aucun refus. En Vendée, il y a davantage de maisons. Les visites sur place et les évaluations formalisées devraient être achevées début juillet, excepté quelques rendez-vous reportés à la demande des propriétaires. 252 propositions ont été transmises, 71 réponses positives et un refus. Le taux d'acceptation global est donc de 30% à ce jour, laissant le temps évidemment aux autres personnes à qui les propositions ont été formulées le soin de réfléchir précisément à leur choix. Les acquisitions des biens seront payées par le fonds Barnier, là aussi je vous le confirme officiellement, sur déduction des indemnités qui sont versées par les sociétés et les mutuelles d'assurance au titre des catastrophes naturelles. La trésorerie du fonds Barnier et les recettes annuelles du fonds permettent de financer sans difficulté ces premières actions. Le fonds Barnier pourra naturellement être abondé en fonction de l'engagement effectif des différentes actions du fonds. Voilà quelques éléments chiffrés, techniques, et je suis naturellement à votre disposition pour répondre aux questions que votre mission souhaite me poser. Merci, Monsieur le Ministre. Bon, les fameuses zones de solidarité que nous appelons, nous, zones d'acquisition à l'amiable, parce que ça permet de les caractériser plus simplement, finalement, ont été ces derniers mois au centre de tous les débats. Donc, il n'est pas question de revenir avec vous, ce n'est pas le champ de votre périmètre ministériel sur la cartographie, sur les périmètres. En revanche, puisque c'est un droit que l'État accorde pour qu'un certain nombre de sinistrés puissent tourner la page le plus vite possible, les conditions de la réalisation de ces acquisitions amiables, la première des conditions, c'est d'abord la rapidité, et je crois que vous l'avez indiqué, et je pense que c'est fondamental pour créer une dynamique et pour faire en sorte que les gens n'aient pas à attendre, et deux, une juste indemnisation. Je dois dire que sur ces deux plans, donc moi je suis vendéen, j'étais hier, on était en Gironde avec la mission à Bordeaux sur l'estuaire qui connaît aussi des problèmes importants. Et je dois dire que aussi bien, j'étais avec mes collègues de Charente-Maritime qui s'excusent, ils ne pouvaient pas venir ce matin, mais les choses vont vite. Donc je crois que les services de France Domaine font un bon travail. Et les évaluations qui nous remontent sont des évaluations qui paraissent très justes, très correctes. Donc ça permet d'engager une dynamique. Bon. Les chiffres que vous avez indiqués sont importants aujourd'hui. Vous nous dites que fin juin, toutes les évaluations pratiquement seront faites, hein, si j'ai bien compris. Et donc on aura le fameux, parce que le taux d'acceptation de 30% que vous nous indiquiez, c'est le taux d'acceptation non pas sur ceux qui envoient, parce qu'il n'y a pas de refus. Donc le taux d'acceptation. Un refus dans un département. Voilà, donc c'est 99% pratiquement. Enfin, je veux dire.
Voilà. Bon, le taux d'acceptation, vous le calculez sur le potentiel, en fait. Hein, c'est ce que j'ai imaginé. Et vous confirmez que la Charente-Maritime, les évaluateurs ont fait l'ensemble du travail. Je veux dire que les visites ont été faites. Il y a sans doute des évaluations à transmettre, mais en Charente-Maritime, tout le travail a été fait finalement. Absolument, c'est ce que les services de France Domaine nous ont fait remonter comme information. Ils sont allés en liaison évidemment avec les services du préfet. Est-ce que vous avez, en l'état actuel des choses, parce que 30%, on a déjà un échantillon qui est significatif, est-ce que vous pouvez nous indiquer, soit une fourchette s'il faut rester plutôt discret, ou soit un chiffre qui pourrait être la moyenne des évaluations, disons, soit acceptées ou faites? Je ne sais pas si vous avez ce chiffre-là, et si c'est possible de le dire, ou alors une fourchette. En réalité, Monsieur le Président, il n'est pas très pertinent. Il n'est pas très pertinent et on préfère parler d'une enveloppe globale, c'est-à-dire un effort de l'État dans le cadre du fonds Barnier. L'enveloppe globale est estimée à 400 millions. C'est ça le fonds mobilisable pour effectuer ces acquisitions. Mais une fourchette, il y a tellement d'écarts, vous êtes mieux placé pour le savoir, Donc il faut qu'on divise les 400 par 1000. Je préfère vous laisser faire la moyenne que vous donner une parole officielle du ministère du Budget, responsable de France Domaine dans la matière. Alors, oui, parce que vous êtes effectivement, France Domaine est placé sous votre tutelle. Alors, quand on a entendu le patron de France Domaine ici, il nous avait parlé d'une évaluation de 800 millions d'euros. Je l'avais fait répéter, hein, parce que évidemment ça s'éloignait des chiffres que M. Bourlot nous avait indiqués. La fourchette que lui nous avait indiquée à l'époque, mais on l'a reçue très très vite, on l'a reçue dans les jours après l'institution de l'installation de la mission. Ils avaient parlé d'une fourchette 300 à 400 millions. Bon. Donc là, vous nous confirmez 400 millions. M. Boiretto, qui est le médiateur des assurances, lui nous avait parlé de 600 millions. Est-ce que vous ne pensez pas que 400 millions, c'est un peu court? Est-ce que vous ne pensez pas que ce chiffre est un chiffre sous-estimé dans la mesure où on a à la fois on a des maisons, mais on a aussi des biens professionnels qui, en règle générale, font l'objet d'une évaluation qui est beaucoup plus forte que des biens personnels et particuliers des maisons. Je crois qu'il faut faire la différence entre les biens personnels et les éléments professionnels. 400 millions, c'est l'enveloppe estimée, assez sincère je crois, de la réalité de ce qui est nécessaire pour les acquisitions, pour les expropriations. C'est hors biens professionnels. Toute la filière agricole qui a été pour partie très largement sinistrée et autres font l'objet d'une autre analyse qui veut dire qu'en effet, tout confondu, on aura une somme qui sera plus élevée. Ah oui, alors moi je parlais des biens professionnels, non pas effectivement des dommages, par exemple la mobilisation du FISAC pour les petites entreprises ou la mobilisation du fonds de garantie de calamité agricole pour les agriculteurs. Je parlais par exemple des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers qui peuvent se trouver au sein d'un périmètre zone d'acquisition amiable et qui suivent le même cheminement fonds Barnier, mais dont l'évaluation de leurs biens professionnels sera de toute façon supérieure parce qu'il y a un fonds qui se rajoute au mur. Puis en général, en plus, les murs valent un peu plus cher. Mais quand vous dites 400 millions, vous êtes... Et puis voilà, il y a tout cela. Alors, on reste un peu sur le fonds Barnier. Puisque vous êtes ministre du Budget, on a aussi auditionné Chantal Joanneau, on a auditionné le pôle MEDEM. L'État est en train de préparer le plan digue. On nous a dit le plan digue, c'est d'ailleurs juridiquement naturel, mais on servira du fonds Barnier pour le plan digue. Bon. Très franchement, moi je pense que le fonds Barnier, le flux annuel du fonds Barnier utilisable, c'est guère plus de 75 à 80 millions d'euros compte tenu des autres engagements. Enfin, il y a un flux annuel, si j'ose dire, total de 155 millions d'euros, je crois. C'est-à-dire que le fonds Barnier est alimenté sur la surprime catastrophe naturelle par une somme, une enveloppe. L'enveloppe fait 155. Bon, sur ces 155, il faut déduire des choses qui correspondent à des engagements récurrents fonds Barnier. Donc on ne peut se servir, reste disponible à mon sens, à notre sens, qu'une enveloppe de disons 80 millions d'euros. Bon. Si on a une évaluation de 4 à 500 millions d'euros, d'une part, il faut quelques années pour pouvoir faire face à l'indemnisation de la carte pour les zones d'acquisition amiables, et en plus, on ne pourra guère supporter le plan digue. Ou alors, il y aura des dotations budgétaires. Alors, tout à l'heure, justement, vous avez parlé à un moment donné, pour faire face aux engagements de l'État, d'une éventuelle dotation budgétaire. Donc,
comment vous voyez l'économie un peu globale dans les années à venir du fonds Barnier? Peut-il faire face à la fois aux engagements nécessaires pour payer les particuliers et les professionnels qui sont dans les zones d'acquisition amiable? Peut-il faire face en plus à une quote-part qu'on lui demanderait pour payer un plan digue national? Bon, le président de la République a pris des engagements en la matière et ils seront naturellement respectés. Sur le plan de digue, il y a un travail en cours, vous le savez bien, pour une évaluation précise et chiffrée sur laquelle il est encore un peu tôt de se prononcer concernant la somme générale. Pour les besoins en matière d'investissement, s'il y a besoin d'un décaissement pour accompagner, l'État prendra évidemment sa responsabilité en la matière. Sur le fonds Barnier, sur son enveloppe, sur son périmètre, sur sa situation, cette catastrophe étant extraordinaire dans tous les sens du terme, c'est ce calcul de l'assurance entre la part de risque, la récurrence des événements exceptionnels et donc le coût sur le contrat qui est formulé à tel ou tel acteur. Bon, il est certain qu'un fonds comme celui-ci ne peut pas supporter 2 ou 3 événements annuels sous cette forme-là. Ça, c'est indiscutable. Est-ce que vous avez, Monsieur le Ministre, la répartition, puisque dans le fonds Barnier, donc il y a, admettons qu'il y ait une évaluation de, je sais pas, de 200 000. Il y a une partie qui va être payée par les assurances payant sur c'est ce qu'elle aurait payé pour remettre en état la maison. Bon, donc, et ensuite le delta. La différence est payée par l'État, enfin par le mécanisme par l'État, oui, par ceux qui payent la surtaxe d'assurance, enfin par le fonds Barnier. Est-ce que actuellement, quand vous parlez 400 millions d'euros par exemple, vous incluez non, vous parlez que du fonds Barnier. Le régime assurance vient en plus, c'est ça, hein? Oui, il vient en plus. Et il est déclenché par le système catastrophique. D'accord. Et vous n'avez pas pour le moment, j'imagine, de quote-part assurance vis-à-vis des 400 millions, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est de l'ordre de 50 ou de... On m'avait dit, moi, dans les premières auditions, je ne sais plus qui nous avait dit ça, d'ailleurs, est-ce que c'est Bernard Spitz ou je ne sais plus, peut-être bien de la FFSA, le patron de la FFSA, on avait parlé de 20 000... C'est le GEMA, oui, donc c'est l'autre boutique, c'est les mutualistes. Oui, le GEMA, ils ont 20 000 euros, je crois, oui, par maison. Donc, bon, c'est pas. vous n'avez pas de chiffre actualisé pour le moment. Hein. Non, c'est pas encore. D'autant plus que les assurances, ça rentre pas dans c'est Bercy, mais. C'est Bercy, voilà. C'est l'étage. C'est l'étage du dessus. L'étage du dessus. Bon, bah, très bien. Dernière question sur le fonds Barnier. C'est notre visite sur le terrain hier en Gironde. Dans l'estuaire, on a vraisemblablement, il y a peu de maisons, une dizaine de maisons qui, à mon avis, relèvent du fonds Barnier. C'est-à-dire qu'elles répondent aux critères, vous savez, 1 mètre d'eau, la cinétique, la force d'arrivée de l'eau, le nombre de mètres, la distance par rapport à la digue. Bon. Et la DTM et le préfet de région Bernard Schmitt ont fait une étude. Bon, je pense qu'il y a beaucoup plus qui ont été inondés, hein, mais en fait, qui répondent strictement aux critères, c'est vraiment, je pense, une petite dizaine de maisons. Est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que le fonds Barnier est mobilisable uniquement pour la Vendée et la Charente-Maritime pour Xynthia? Ou est-ce que, maintenant que Grenelle 2 a prévu le risque de submersion marine comme motif, ça ne l'était pas avant, est-ce qu'on peut imaginer que cette petite dizaine de maisons puissent faire l'objet d'acquisition amiable, en tout cas d'acquisition dans le cadre du fonds Barnier? Bon, il y a un amendement au Grenelle 2 qui a été introduit et qui est revenu sur un point qui a inclus le risque de submersion marine dans le champ d'intervention du fonds. Donc c'est assez ouvert. Hein. En tout cas, la position du ministère du Budget est assez ouverte sur ce point. Je pense pas que c'est pas ce qui va bouleverser budgétairement. Hein, c'est pas. Non, ça va pas sensifier, modifier. Une dizaine de maisons, à mon avis, c'est pas la même évaluation non plus. Donc voilà, c'est. On a suggéré d'ailleurs au préfet de saisir le MEDEM justement pour qu'on puisse actionner le mécanisme. Bon, je pense que sur le fond Barnier, est-ce que il n'y avait pas des points que j'aurais oublié ou que vous auriez souhaité souligner? Je pense qu'on a à peu près. Par contre, si on peut avoir, puisqu'on a un débat au Sénat le 16, mercredi prochain, est-ce qu'il vous serait possible pour vos services, là il y a une actualisation, je crois que c'est au 7 juin,
C'est ça. Il y a sûrement un effet cumulatif là d'ici le mois de juin. Est-ce qu'on pourra avoir d'ici mercredi matin vraiment le point, comme le point que vous avez fait qui est très intéressant, le point mercredi matin 16 sur le nombre d'acquisitions, voilà, pour le nombre de propositions. En débat le soir ici dans l'hémicycle on puisse donner ou alors à Chantal Joanneau mais bon voilà qu'on puisse avoir les informations qui soient up to date à l'époque du débat. Sans aucune difficulté. Très bien, merci. Alors, vous gérez nos finances publiques et on vous souhaite beaucoup de courage et le Parlement souhaite vous aider dans cette mission difficile. C'est la raison pour laquelle, donc très vite, on avait suggéré, moi j'avais d'ailleurs joint à l'époque Michel Barnier, on est allé à Bruxelles, on a vu le commissaire européen qui est en charge de la solidarité régionale et qui est en charge notamment un fonds qui s'appelle le Fonds de solidarité, le FSUE, de l'Union européenne, qui avait été d'ailleurs inventé et créé par Michel Barnier au moment des grandes inondations du Danube, voilà, d'Europe centrale. Bon. J'en entends plus parler. Les contacts qu'on a vus avec l'administration de la Commission et avec les commissaires nous avaient laissé un peu perplexes. Il y avait en jeu quelques dizaines de millions d'euros pour des travaux d'urgence et pour des biens non assurables. Et ça, c'est important parce que ça pourrait concerner des digues, ça peut concerner par exemple des routes communales, en tout cas souvent des biens qui sont des biens de collectivité. On a senti un certain nombre de résistance, enfin de difficultés. Pour le moment, ça fait quelques semaines qu'on n'a pas eu de nouvelles informations. Est-ce que sur ce plan-là, vous en avez ? Bon, on a demandé, ce que je peux vous dire sur ce point, on a demandé le 7 mai dernier l'intervention financière du Fonds de solidarité de l'Union européenne à hauteur de 474 millions en vue de financer, comme vous l'avez dit, et ce qui était souhaité par une bonne partie des élus locaux, à juste titre d'ailleurs, la remise en fonction et la sécurisation des infrastructures, des équipements qui sont impactés par la tempête, le nettoyage immédiat des régions et des zones naturelles frappées par la tempête elle-même, et les opérations de secours. Suite à cette saisine, la Commission donc doit nous répondre, on va dire publiquement, rapidement. Et si évidemment l'intervention de ce fonds est acceptée, elle présente au Conseil et au Parlement, puisqu'il y a toute cette procédure européenne que vous connaissez bien, Monsieur le Sénateur, pour l'avoir pratiquée, les propositions nécessaires à l'autorisation des crédits. Et une fois ces crédits autorisés, la Commission adopte une décision d'octroi de subvention. Il y a quand même un processus administratif relativement, qui n'est pas l'horizon immédiatement opérationnel. Ce qui est important, c'est d'avoir l'autorisation de l'engagement. Donc nous maintenons et nous exerçons la pression vertueuse auprès de la Commission sur ce point. Nous soutenons pleinement les demandes des élus locaux. D'accord. Donc on peut en déduire que voilà, il n'y a pas a priori de rejet du dossier, qu'on est dans le processus de décision. Est-ce que vous pensez Exactement. Que le délai va être, est-ce que la Commission sera aussi rapide que France Domaine? Alors, vous avez les moyens de peser sur France Domaine, vous avez moins de moyens de peser sur la Commission. Est-ce que vous pensez que la Commission pourrait être un peu réactive et est-ce qu'il y a des délais pour cette décision sachez simplement finale? Que dans nos discussions sur toute une série de sujets, ça fait partie des priorités essentielles que nous défendons, que nous portons, donc nous maintenons une pression. Très bien, je vous remercie. Pour ce qui concerne, on a notifié des aides, mais je pense que c'est les ministres sectoriels qui sont en mesure, agriculture, etc. Donc je ne vous pose pas ce type de questions. On était justement là sur les collectivités. Alors il y a un souci spécifique sur les collectivités, puisque beaucoup de biens des collectivités ne sont pas assurables. Ce sont des petites communes. En dehors de La Rochelle, il y a beaucoup de communes qui n'ont pas un potentiel financier très très important, qui ont subi des dommages très très importants, ce qui me conduit à vous poser plusieurs questions. Première question, est-ce que l'État mobilisera les deux dispositifs qui existe, un dispositif un peu classique, un dispositif de subvention d'investissement. J'avais posé à la prise Hortefeux d'ailleurs la même question, mais ça fait quelques semaines qu'on l'avait reçu. Il n'avait pas une réponse définitive en tout cas. Il l'écartait pas, mais il n'avait pas de réponse définitive. Donc sur ces points-là, est-ce que vous avez des précisions à nous apporter? Et puis deuxième point, les périmètres de la fameuse cartographie vont avoir pour conséquence de rayer de la carte une base fiscale importante. Bon, ce sont des communes qui sont des communes littorales, ce ne sont pas des communes qui, par exemple, ont une contribution économique, le substitut de la taxe professionnelle importante. Donc pour elles,
elles ont la taxe d'habitation et le foncier bâti. C'est important. Sur des communes que je connais mieux dans mon département, mais il y en a aussi en Charente-Maritime, ça peut être de l'ordre du tiers du potentiel fiscal. Bon. Il y a des mécanismes qui existent quand une entreprise, par exemple, fait faillite dans une commune. Il y a des mécanismes de lissage et puis de compensation fiscale. Ça, c'est la deuxième question. Donc, la première question, c'est pour les biens non assurables. Deuxième question, c'est pour faire face à cette destruction, si j'ose dire, physique de maisons, mais en même temps, destruction pas seulement virtuelle, de base fiscale. Est-ce qu'on pourrait, à l'instar de ce que l'on fait quand il y a une difficulté économique importante dans une commune, pour la taxe professionnelle, il y avait un mécanisme, est-ce qu'on peut inventer le même mode de compensation? Parce que sinon, vous allez me comprendre très vite, vous êtes un élu local et vous connaissez bien ces choses-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer par les communes? Les contribuables locaux auront une double peine. Ils auront subi le sinistre et en plus, ils se retrouveront dans une collectivité qui aura des problèmes budgétaires et qui devra augmenter les impôts. Voilà. Si les choses sont lissées, ça se passera mieux que si la survenue, l'occurrence, est brutale. Voilà. Donc, peut-être première question, la mobilisation du budget pour les collectivités, pour leurs biens non assurables. Alors effectivement, c'est de coutume, et enfin d'ailleurs c'est l'occasion de l'expliquer. Les gens ne comprennent pas parfois pourquoi une commune ou même un État n'a pas assuré son patrimoine, et ce serait assez logique. On a déjà du mal à l'expliquer. On avait eu ce problème avec la tempête de 99. C'est normal, parce que pour le coup, si une cotisation d'entrée auprès des assurances, compte tenu de l'importance du patrimoine pour chaque collectivité, est tellement énorme que c'est la garantie d'être obligé d'augmenter les impôts pour couvrir une prime d'assurance qui ne serait appelée qu'en cas de catastrophe naturelle. Donc il y a quand même déjà ce travail de pédagogie. C'est pas de la mauvaise gestion ni pour l'État ni pour les collectivités de ne pas s'assurer. C'est au contraire de la bonne gestion. C'est la part de risque qui fait que le caractère aléatoire. Non, mais je le dis parce que je profite de cet exposé pour accompagner le message des élus locaux qui ont été, dans certains cas, montrés du doigt, justement sur ces points-là. C'est une tradition et c'est normal. Et la France étant un vieux pays, elle a un important patrimoine et c'est le même problème pour l'État. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'il y a une ouverture de crédit dans la loi de finances rectificative pour les calamités naturelles qui a abondé le fonds à hauteur de 25 millions en plus. C'est probablement insuffisant, mais c'est toujours ça pour les éléments d'urgence. Et après, on peut regarder, et je ne peux pas prendre d'engagement définitif, mais je suis très ouvert à discuter avec les élus locaux, au ministère, pour voir sous quelle forme on peut cofinancer dans un contexte d'ensemble sur lequel je ne reviens pas, mais ça ne me heurte pas intellectuellement d'imaginer que sur des cas particuliers, des missions de service public, sur un patrimoine très altéré, on puisse envisager de trouver les moyens de cofinancer. Peut-être pas directement par le budget de l'État, mais par d'autres moyens. Enfin bon, on peut regarder ça. Sur le deuxième point, ça, c'est un problème qui est plus large et qui est... Ça, il ne doit pas y avoir énormément de cas dans l'histoire de situations où une zone qui était intégrée dans une base fiscale pour une collectivité dans son finage disparaît du jour au lendemain. Donc c'est quelque chose à inventer. Donc à la question, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Aujourd'hui, la réponse est non. À la question, est-ce que c'est nécessaire d'y travailler ensemble? La réponse est oui. On a encore un peu de temps dans le cadre de la loi de finances pour imaginer un dispositif. Je ne prends pas d'engagement, mais je suis très très ouvert à imaginer quelque chose d'original. Je comprends parfaitement le message sur la double peine pour les habitants qui voient disparaître une partie de leur richesse et qui se retrouvent à être obligés d'accompagner fiscalement la réhabilitation de leur commune. J'imagine que le moteur, l'initiateur sera à l'intérieur, donc sans doute la DGCL. C'est sûrement la DGCL. Est-ce qu'il y a entre vos cabinets, votre administration et celle de l'intérieur de la DGCL, actuellement des contacts sur ce point-là? Alors, on a des contacts très, très fréquents, évidemment, avec l'intérieur, entre la DGCL et France Domaine, entre la DGCL et la DGFiP. Et on a sur tous ces points, notamment sur la partie fiscale. C'est pour ça que la DGFiP devra rentrer dans la danse à ce moment-là, concernant ce cas très original, particulier lié à ce drame, de la disparition d'une assiette. Enfin, moi, je n'ai pas, même pour la grande tempête de 99, il n'y a pas eu ça.
Non, parce qu'en réalité, comme la cartographie, en réalité, concentre, regroupe sur certains lieux, dans certaines communes. Et en plus, c'est des petites communes. C'est des communes, enfin celles que je connais bien, c'est souvent des communes de moins de 3000, voire moins de 2000 habitants. Peu de moyens en plus. Voilà, donc du coup, il y a une destruction de base fiscale sèche, immédiate, instantanée. Et même une augmentation spectaculaire des impôts ne réglerait pas l'affaire, probablement. Ça posera des problèmes. Je peux vous dire que on a déjà eu des manifestations. C'est périmètre. Il y aura des soucis. Pour ce qui est-ce que sur les aspects donc assurance, on auditionnera Christine Lagarde. Est-ce que pour le moment vous avez une photographie de ce que pourrait coûter au budget de l'État, tout compris, hein, je mets même donc le fonds Barnier, mais de ce que coûtera la tempête au budget de l'État. Enfin, pas pour le moment. Non, non, puisque les estimations sont comme je vous l'ai dit, sur les autres points en cours d'évaluation. Donc, je ne veux pas m'avancer sur une somme. Est-ce que vous avez un délai, un calendrier pour qu'on puisse le prendre en compte, nous? Donc, on travaille sur un pré-rapport, on l'a terminé, on le présente aux commissions tout à l'heure. Donc, pour le débat la semaine prochaine. Ensuite, le rapport final début juillet. On va essayer d'aller vite. Est-ce que pour début juillet, il vous semble possible d'avoir ces chiffres-là? Non. Ça me paraît trop tôt encore. Non. Rentrer, en fait. Notre objectif, c'est de pouvoir être prêt sur une évaluation sincère et précise pour le débat autour de la loi de finances, pour amender les crédits nécessaires, pour accompagner sur le terrain. D'accord. Et vous n'avez pas du tout d'estimation pour le moment? On a des estimations, mais elles sont élastiques. Et si je vous donne ces éléments d'information, compte tenu de la sensibilité de ce sujet, il vaut mieux qu'on soit en conclusion dans une somme globale. D'accord. On a souvent parlé ici au moment des auditions, mais je suis pas sûr. Enfin, vous me dites si c'est de votre ressort ou pas, sur le régime de catastrophe naturelle. C'est pas un dada, mais nos collègues avaient déjà, pour la sécheresse en 2003, fait un rapport qui suggérait des pistes de réforme du régime de catastrophe naturelle, qui est globalement bon, hein, parce que il permet quand même d'articuler un régime assurantiel qui responsabilise les uns et les autres, mais en même temps avec une dimension très forte de solidarité, puisque dès lors qu'on paye une prime d'assurance, on paie les 12% sur la catastrophe naturelle. Donc je crois que c'est important. Pour nous, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ces grands principes-là, mais il nous semble que sur un certain nombre de points, on se pose la question d'une révision. Est-ce que là-dessus, vous avez une doctrine ou non? Vous savez, les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Ils ont un rôle majeur dans la protection du modèle social en France, comme dans le monde entier. Et c'est toujours cette différence de l'effort entre le contribuable, l'usager, et puis celui qui finance ses propres contrats, l'accumulation des risques. Le modèle environnemental mondial est un sujet de préoccupation pour les États, pour les citoyens, mais c'est aussi un sujet de préoccupation pour ceux dont le métier est de justement garantir les risques. Donc il faut de toute façon ouvrir un dialogue avec eux pour avoir précisément la réalité de ce qu'ils ont à assumer. On a eu Xynthia, regardez ce qui se passe aux États-Unis. BP a une responsabilité incontestable, indiscutable, mais derrière BP, c'est un système d'assurance et de réassurance. Il faut voir qui est derrière, ce sont des sommes absolument considérables. Donc je crois que l'État seul, même en appui du Parlement, ne peut pas aller de manière solitaire sur une telle démarche de remise en cause d'un dispositif de déclenchement de catastrophe naturelle. Et j'ajoute que là où il faut peut-être en tout cas réfléchir, c'est que tout ne peut pas être catastrophe naturelle. Parce que si ça s'additionne, et vous avez des cas de figure toutes les semaines de communes qui, pour un point ou pour un autre... Voilà, Nice il y a 3 semaines, exactement. Et si on ouvre, dans ce cas-là, on s'éloigne du caractère
exceptionnel et dérogatoire du dispositif de catastrophe naturelle. Et comme toujours, si on étend l'élastique, ça n'a plus de pertinence, ça n'a plus de vertu. Et après, que feront les assurances? Et ce sera assez logique de leur côté. Comme ils seront appelés à payer plus rapidement, ils seront amenés à augmenter leurs cotisations. Donc ce que l'on peut gagner sur un point, on risque de le perdre sur l'autre. Parce que ce à quoi on réfléchit, c'est qu'il nous semble que, notamment avec le changement climatique, il y a une occurrence, il y a des mouvements qui sont climatiques, qui sont brutaux, qui sont violents et qui se répètent. Et la semaine dernière, on était en Hollande, qui sont vraiment les leaders mondiaux de la défense contre la mer. C'est vraiment extrêmement intéressant et j'espère que le plan DIC d'ailleurs va s'inspirer très largement de l'exemple néerlandais. En 2 siècles, par exemple, sur la submersion marine. Bon. Vous n'habitez pas le littoral, mais quand même, c'est important qu'un ministre de la République connaisse cette situation. Mais en Hollande, l'augmentation du niveau de la mer en 2 siècles, c'est 40 cm, avant qu'on parle de changement climatique. Bon. Les experts qu'on a reçus, qui sont des experts le plus souvent de grands organismes de recherche qui dépendent de l'État, le CHOM, le CETMEF, l'IFREMER, CEMAGREF, etc., tous nous ont dit on s'attend à avoir dans le siècle prochain entre 50 cm et 1 mètre. Les Néerlandais ont calculé que quand le niveau de la mer augmente de 25 cm sur une durée X, eh bien, une catastrophe qui est de l'ordre, un aléa qui est de l'ordre centenal, qui arrive dans un siècle, il va arriver, son occurrence, ça sera de l'ordre, je crois, de 25 ans, quart de siècle. Et quand on est à 50 cm, qui est la fourchette basse de l'augmentation du niveau de la mer, qui fait consensus des scientifiques aujourd'hui, on est tous les 10 ans. Bon. Ce qui nous amène à constater, d'ailleurs on le constate à la force de la répétition de 99, Klaus, Xynthia, etc. C'est empirique, mais c'est des modèles là scientifiques. Ce qui nous amène à dire qu'on pourrait demain, avec le fonds Barnier, avec la CCR, la caisse de réassurance, avoir des dispositifs. Vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas supporter. Alors bon, c'est pas le genre de tempête qui va nous arriver plusieurs fois dans une année, mais l'occurrence risque d'être beaucoup plus fréquente, répétitive. Est-ce que le ministre du Budget craint pas que tous ces mécanismes-là, finalement, à cause de ce changement climatique, eh bien, ne volent en éclats parce qu'ils se révèlent insuffisants, parce qu'ils ont été prévus à un moment donné où la fréquence de ces aléas climatiques était bien moindre que celle qu'elle pourrait être à l'avenir. C'est une question un peu... mais on l'a évoqué avec plusieurs intervenants, et notamment sur la CCR. Je vais vous dire, sur la CCR, on imaginait que le fonds Barnier, vous avez parlé de dotation tout à l'heure. Bon. Quand on connaît, et vous la connaissez parfaitement, la situation des finances publiques, on s'était dit, où l'État peut-il chercher de l'argent? Bon. Et notre regard s'est tourné vers la caisse de réassurance. Bon. Je ne sais pas s'il y a des membres... Non, ils ne sont pas ici. Le problème, c'est que la caisse de réassurance réassure. Donc, elle est... Alors, c'est l'État, c'est 100% l'État. C'est un mécanisme aussi prudentiel. Maintenant, on parle de règles prudentielles avec solvabilité 2 ou BAL 3. Est-ce que c'est jouable? Est-ce que vous pensez, quand vous parlez, par exemple, de dotation, que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être mis en œuvre? C'est-à-dire que là, vous abordez un sujet qui nécessite, de notre point de vue, et vous le comprendrez aisément, une digue budgétaire. La réponse est non. La réponse est non. Parce que c'est le doigt dans un engrenage qu'on ne maîtrisera plus. En revanche, sur les questions que vous soulevez, on n'échappera pas, et de manière très rapide, c'est d'ailleurs le sens de tout le débat qu'il y a eu sur le Grenelle 1, de prise de conscience pour faire évoluer les mentalités, du Grenelle 2 pour mettre en place des dispositifs plus pratiques et adaptés, mais on n'échappera pas à une adaptation de nos sociétés extraordinairement développées à une évolution des conséquences environnementales de l'activité industrielle. En gros, tout ce qui touche au plan d'occupation des sols, aux plans locaux d'urbanisme, à l'utilisation des matériaux, à la réhabilitation ou à la spécificité d'éléments de construction selon les zones, littorales, avec marée, sans marée, hauteur de vue, risque de glissement de terrain, etc. C'est une question pour la métropole, c'est une question pour l'outre-mer.
On a déjà anticipé il y a quelques années sur l'intégration de lignes budgétaires très fortes et qui doivent l'être encore plus concernant les risques sismiques. Donc c'est évident que ce sont des postes budgétaires qui seront en augmentation et que toutes les politiques publiques de l'État comme des collectivités locales devront s'adapter. Simplement c'est au long cours et on risque d'être pris par le temps. Votre démonstration elle est très spectaculaire. C'est que revenir d'un ratio centenaire à un ratio décennal, en très peu de temps, ça donne le vertige. Dernier point sur on attend dans les jours ou dans les semaines qui viennent le plan digue. Le président de la République avait fait un certain nombre d'annonces, aussi bien sur le plan d'urgence dont je vous parlais tout à l'heure, il avait parlé d'un taux de 50%, mais aussi sur la prise en charge et avec un financement de l'État important pour le plan digue sur plusieurs années, bien sûr. Il ne s'agit pas de prévoir ça sur seulement 2 ans, 3 ans ou même 5 ans, donc sur une période longue. Si ce plan digue va sortir, j'imagine, alors bien sûr c'est le MEDEF qui est le concepteur, enfin bon, il y a une mission qui a été désignée actuellement et qui travaille, mais une grande partie du plan digue repose sur le budget quand même, sur les ressources que l'État pourra consacrer à la sécurité des gens. Et l'État, c'est quand même son job, enfin son cœur de métier, c'est quand même aussi d'assurer la sécurité des gens, pas seulement avec des policiers et des gendarmes, mais en même temps la sécurité dans tous les sens du terme, protection civile. Est-ce que vous avez des contacts avec la mission actuelle? Est-ce que vous y travaillez? Est-ce que vous avez des pistes? Bon, j'imagine évidemment, tant que c'est pas sorti, j'attends pas non plus des révélations fracassantes, mais voilà, est-ce que vous êtes au moins associé et est-ce que le budget qui sera mobilisé sera à la hauteur de ce que le président de la République nous a annoncé? Bon, n'attendez pas d'un membre du gouvernement qu'il dise que les engagements du président de la République ne seront pas tenus. Et sur un sujet comme celui-ci, permettez-moi de vous dire que non seulement ils seront tenus, mais c'est une exigence. C'est un devoir. Le président incarne la nation. Il a pris ses engagements dans un moment extraordinairement douloureux pour tout le monde, pour les habitants de ces départements comme pour toute la collectivité. Donc c'est un devoir. Nous sommes naturellement associés aux travaux d'examen du ministère de l'Environnement. On a un travail d'inspection qui les accompagne. Puis dès qu'on a l'évaluation, une fois qu'il y aura un petit dialogue entre les uns et les autres, savoir si c'est assez, pas assez, en tout cas techniquement, ce qui sera proposé sera à la lumière de ce qui aura pu être pris comme expérience positive dans les autres pays. Donc on va le plus loin possible dans l'expertise et on ira aussi loin que possible sur la partie budgétaire. Ça fait partie des éléments pas négociables. Alors, merci. Alors au-delà justement de ce qui pourrait être des masses qui pourraient être mobilisés, parce que Chantal Joanneau nous a donné un certain nombre de chiffres qui sont impressionnants, sans s'engager elle-même, je veux dire, mais... C'est probablement toute la différence. Absolument. Vous parliez d'expérience internationale. On revient du Pays-Bas. Alors, on a constaté que chez eux, vous allez le comprendre parce que, comme élu local, en réalité, ils ont des agences de l'eau qui intègrent la dimension eau potable, assainissement et en même temps protection. Alors, évidemment, bon, 52% du Pays-Bas qui est submersible, hein, et dans les 2/3 du PIB, de l'économie. Donc évidemment, c'est un enjeu national extrêmement important. Mais ils parviennent depuis des années, ils ont, eux, leur événement fondateur, bon, des siècles et des siècles, bien sûr, mais au XXe siècle, c'est 1953, 1853 ou 6 morts. Bon. À partir de là, ils font un plan Delta, et ce plan Delta, il l'adosse à un mode de financement pérenne. Moi, ce que je crains, à l'époque, on avait négocié, j'étais en Pays de la Loire au Conseil régional, et on avait négocié avec l'État un contrat État-région. Bon, et juste après la tempête, et effectivement, on a vu un taux de 50%. 5 ans après, l'État revenait de 50 à 25%. Bon. Je ne sais pas si c'est parce qu'on est gaulois, français ou autre, mais on ne parvient pas à tenir dans la durée, un effort soutenu. Et moi, il me semble que la meilleure façon de le tenir, cet effort, sans pour autant menacer les finances publiques, c'est d'imaginer des mécanismes sur une base très large, parce que sinon c'est insupportable, évidemment, qui permettent de pérenniser cet effort-là. Alors, est-ce qu'au moins, dans vos services travaillent à des mécanismes, difficile pour l'agence de l'eau, on a un mécanisme un peu différent, mais enfin bon. Est-ce que vous travaillez à un mécanisme qui aille au-delà
d'un simple abondement budgétaire annuel voté en loi de finances, machin, mais qui permettrait vraiment de consolider un mécanisme vraiment robuste. Je crois qu'il y a, en tout cas sur le sujet dont on parle, c'est-à-dire la question des digues et son financement, il y a deux temps. Il y a le temps de l'évaluation précise. Est-ce qu'il y a de nouvelles zones pour mettre en place des digues ou est-ce qu'il n'y en a pas? Voilà, c'est un élément de stratégie. Il semble qu'il n'y ait pas de zone, pas plus de zones submersibles constructibles supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été fait. Ça veut dire que quand même les aînés qui avaient conçu ça avaient déjà l'expérience du temps. Simplement, ne pouvaient pas anticiper un tel phénomène aussi spectaculaire et qui conjuguait autant d'autres phénomènes extraordinaires. C'est ça, c'est la concentration de tous ces éléments qui a fait, d'une certaine manière, exploser ces digues. Alors ensuite, la question du financement et donc de la méthodologie pérenne. Là, il faut voir avec tous les partenaires. C'est pas plus simple pour l'État d'être en logique de subvention exceptionnelle année après année. C'est pas plus simple. Et le contexte des finances publiques, en effet, est un contexte qui nous amène à faire des choix. Mais sur un sujet comme celui-ci, il n'y a pas de choix à faire. Il y a à accompagner. L'État à assumer ses responsabilités en matière de solidarité et en matière d'accompagnement de financement. Après, qu'est-ce qu'il y a de plus astucieux, qu'est-ce qu'il y a de plus durable, qu'est-ce qu'il y a de plus, je dirais, pertinent? Au fond, je crois pas qu'il y ait une doctrine unique. Ce qui compte, c'est ce qui marche. Ce qui marche, c'est que ces digues soient refaites, qu'elles soient protectrices et que le fonctionnement, la maintenance soit assumé et qu'il n'y ait pas de risque là-dessus. C'est-à-dire le risque, ce serait qu'on retarde le moment venu, dans 10 ans ou dans 15 ans, le fait de revenir sur ces ouvrages d'art qui nécessitent d'être entretenus. C'est là où, à mon avis, il faut garantir le système pérenne. Mais vraiment, ça sera la conclusion. Hein. Si vraiment dans le plan digue, on peut concevoir un mécanisme budgétaire, encore une fois robuste, pérenne, qui permet. J'entends votre message, je le comprends. Qui permet, si vous voulez, de s'exonérer de mouvements de yo-yo, de va-et-vient, de décisions d'un gouvernement par rapport à l'autre. Vous savez. Une espèce de fond de roulement. C'est ce que nous ont dit. Moi, j'ai trouvé. Oui, ce que nous ont dit les Hollandais. Ils ont raison. Et on est sur des événements, sur une probabilité qui est très faible. Eux conçoivent des ouvrages qui peuvent résister pour une occurrence de 10 000 ans. Vous vous rendez compte, 10 000 ans. Bon. Donc, occurrence très faible. Conséquence. Pas bien pour tout vous dire. Conséquence. Alors c'est très impressionnant parce que ça veut dire non mais ils ont barré leur delta. Bon, c'est autre chose et on peut pas transposer puisque bon, mais néanmoins il y a quand même quelques idées à prendre dans la modalité, dans la méthodologie. Donc occurrence faible, conséquence forte et mémoire courte. Et je pense que pour nous notre mémoire elle est aussi courte et on sait bien que dans une société où l'émotion, où l'instant prévaut souvent sur la longue durée. On parle souvent de court-termisme en économie, mais le court-termisme, il est consubstantiel, je veux dire, à nos vies actuelles. Et ça réduit, je veux dire, la vision et l'horizon et surtout ce qui reste dans la rétine et dans la mémoire. Vraiment, moi j'insiste, si vous pouvez, vous avez les moyens administratifs de le faire, imaginer des solutions qui soient pérennes, je pense que ce serait vraiment fondamental. Écoutez, je ne veux pas priver le FMI de votre présence. Merci infiniment d'avoir répondu aux questions. Je vous remercie, vraiment, on vous serait gré si vous pouvez nous envoyer pour qu'on puisse avoir à la date de mercredi prochain les éléments de France Domaine. Si on peut aussi, Monsieur le Ministre, si vous pouvez, alors entre les étages, avoir une vision du fonds Barnier qui serait une approche, une extrapolation des chiffres que vous avez sur l'échantillon, avec l'assurance, qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner au global sur les zones d'acquisition amiable. Ça nous facilitera le travail. Je crois que les collègues vous en seront gré aussi. Hein. Merci. Merci, on vous fait passer ça dès que possible. Merci. Bien, Monsieur le Président, d'être venu pour qu'on puisse vous entendre, vous représenter aussi bien l'ARF. On a auditionné donc chaque niveau institutionnel français. On termine donc par les régions de France. Vous êtes en plus concerné, à plus d'un titre d'ailleurs, mais institutionnellement comme président
la région, du Conseil régional des Pays de la Loire. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, c'est, on va vous poser des questions, mais comment est-ce qu'une grande collectivité comme la vôtre a pu réagir à la tempête et comment est-ce que, au-delà de la tempête et de l'événement climatique qui a été un vrai drame, une catastrophe humaine, une catastrophe aussi bien sûr économique, matérielle et autres, comment est-ce qu'on peut rebondir et envisager le futur et l'avenir pour des territoires, des populations qui ont subi un traumatisme énorme. Voilà. Ce que je vous propose peut-être, c'est dans un premier temps de vous laisser peut-être faire un propos liminaire et ensuite d'en venir aux questions, réponses. Merci, Monsieur le Président. Donc je suis ici effectivement comme président du Conseil régional de la région des Pays de la Loire et également représentant les régions de France avec deux fonctionnaires territoriaux, directeur général des services qui a aussi la particularité d'être un résident de la Faute-sur-Mer présent dans la nuit de la tempête. Mais dans les zones sensibles, Monsieur le Président. Et Monsieur Cadot qui a suivi pour le compte de la région, titre fonctionnaire, toutes les mesures de solidarité qui ont été mises en place. J'y reviendrai. J'aurais dû aussi avoir avec moi un maire, Monsieur le maire de Port-des-Parcs, au titre des Charentes-Maritimes et de la région. Je crois qu'il est ici et donc mon propos prendra aussi un peu en compte les éléments qu'il aurait présentés en direct devant vous. Alors, je vais essayer d'être relativement bref dans ce propos introductif pour qu'on puisse éventuellement répondre à vos interrogations en complément des différentes auditions que vous avez eues, puis du rapport intermédiaire que j'ai pu lire, qui constitue déjà un point d'étape suffisamment significatif pour voir les orientations qui seront celles que vous présenterez à l'issue de cette commission d'enquête. Permettez-moi de commencer par une observation qui est assez fondamentale, je crois, mais qui ne me semble pas avoir été traitée. On prend en compte la dimension de prévention, tout à fait légitimement, dans des mesures en amont des catastrophes éventuelles. Mais il n'y a rien, me semble-t-il, jusqu'à maintenant, qui a été évoqué, vous l'avez sans doute évoqué dans différents éléments, sur qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a une information, et c'était le cas à l'occasion de cet événement, qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a une information, en l'occurrence l'alerte rouge, puisque là-dessus je crois qu'on peut rendre hommage aux prévisionnistes qui ne s'étaient pas trompés. Quelles sont les mesures qui permettent effectivement, non pas d'éviter les risques et les catastrophes, mais lorsqu'une catastrophe est prévisible et hautement prévisible, quelles sont les dispositions que l'on est amené à prendre? Je pense... Là aussi, c'est un rapport presque un peu philosophique ou métaphysique des rapports de l'homme et de la nature. Vouloir tout prévoir, y compris en fonction des risques maximum, d'abord, est impossible. On l'a vu avec le volcan, on le voit avec les tremblements de terre. Par contre, sur la manière dont, d'abord, les informations permettant de connaître les risques en urgence qui peuvent se produire et quelles conséquences on en tire, à la fois en droit et en fait, me semble au moins être une démarche aussi réaliste que celle d'imaginer les hauteurs de digues, la suppression des constructions, etc., bien évidemment qui est nécessaire. Mais je pense que cet aspect des choses doit être traité. Je vous donne une anecdote vécue en tant que maire de La Roche-sur-Yon. Vous connaissez cette ville également. Vous savez qu'il y a en amont de la ville un barrage, une retenue d'eau, une centaine d'hectares, 7 mètres de haut, qui sert notamment à approvisionner la ville et une partie du département de la Vendée en eau potable. Une grande partie des constructions se trouve en aval du barrage et en zone inondable, d'une part s'il y a quelques inondations, mais surtout en cas de rupture du barrage. Et c'est une anecdote que je vous livre, puisque pendant un moment, lorsque j'étais maire de La Roche-sur-Yon, on se posait des questions pour savoir si le barrage était bien accroché. Et donc il y a eu des contrôles laser, je pense que ça s'est produit, je crois aussi le barrage de Mervan ou des éléments de nature. C'est des mesures qui ne concernent pas seulement la tempête, donc il y a des mesures, on a mesuré pour savoir si effectivement le barrage était bien accroché. Et puis il y a eu des inondations, même si elles sont modestes compte tenu du débit de la rivière. Mais ce qu'on a mis en place, Monsieur le Président, c'est un dispositif d'alerte phonique, automatique, qui est en place, n'est-ce pas, qui, lorsque on a des prévisions de crues ou autres là-dessus, permettent d'avoir en stock, en mémoire,
tous les numéros de tous les habitants du secteur actualisés et avec un système automatique d'annonces, d'alertes, etc. et tout. Donc je donne cet exemple-là qui est effectivement un peu marginal par rapport aux préoccupations qui sont les vôtres, mais je pense que dans la dimension nécessaire de prévention, il y a bien évidemment toute la démarche en amont, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on fait quand il y a des mesures d'alerte comme cela. Et je vous en parle en connaissance de cause, puisque j'ai dit que M. Join était aussi résident à la Faute-sur-Mer. Mon propre fils était avec ses 3 enfants également dans la commune de la Faute la nuit de cette affaire-là. Et je sais que quand on a vu alerte le rouge, quelles décisions individuelles les gens prennent, et je pense qu'on ne peut pas laisser les individus seuls prendre leurs décisions en la matière, mais il y a là un rôle des pouvoirs publics et des mesures, justement. Je me permets d'évoquer cette question-là qui me semble ne pas avoir été, me semble-t-il, suffisamment traitée. Et là, je crois qu'on a là des mesures qui peuvent être prises à la fois en droit et en fait, et qui n'ont pas un coût et des mesures qui sont tout à fait à la dimension. Je me permets juste de vous interrompre parce que mais vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, nous nous penchons sur ce problème-là. Tous les maires qu'on a rencontrés, on était en Gironde hier, puisque le rapporteur qui s'excuse, il ne pouvait pas être là, Lanziani, est sénateur de Gironde, et qu'il y a une problématique d'estuaire avec en plus une centrale nucléaire, etc., etc. C'est un des endroits les plus dangereux de France sur les problématiques qu'on étudie. Tous les maires m'ont dit qu'il y avait un souci entre le système de vigilance et d'alerte et d'information. Je leur ai demandé combien d'alertes ils ont reçues l'année dernière, entre 30 et 50. Donc à un moment donné, on crie au loup, mais quand on n'a pas vu le loup 1 fois, 2 fois, 3 fois, etc., forcément le seuil de vigilance s'abaisse. Ensuite, ils sont prévenus par un SMS, mais donc un contenu un peu numérique, enfin quelque chose d'impersonnel. Et encore une fois, on était en Hollande la semaine dernière, les autorités nous disent qu'il y a là-bas systématiquement un entretien téléphonique avec l'élu pour qu'il y ait un décryptage, une traduction d'un message brut Météo France. Les prévisions avaient bien faire le boulot. Le problème, c'est qu'une surcote d'1 mètre pour un maire, qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Ils ne l'imaginent pas. Et je peux vous assurer que la mission travaille là-dessus, que on fera des propositions, ça me paraît fondamental. Absolument fondamental. Enfin, je voulais évoquer cette question-là parce que, ayant cette expérience modeste au niveau d'une hypothétique rupture de barrage ou d'inondation, on a un dispositif qui ne coûte pas très très cher et qui est opérationnel. Et d'un autre côté, ça permet aussi, non pas de relativiser les risques, et notamment le drame qui s'est produit sur ce secteur-là, mais de considérer que, quelles que soient les mesures d'anticipation, on n'éliminera pas tous les risques, et je crois qu'il faut avoir un peu d'humilité dans ce domaine-là, même si notre responsabilité doit être pleine et entière pour les éviter. Alors, un aspect, bien évidemment, qui est essentiel dans cette démarche-là et que vous avez longuement évoqué avec d'autres acteurs, c'est tout ce qui concerne les documents d'urbanisme. Les régions, puisque j'interviens en tant que région, n'est pas compétente dans ce domaine-là. Et au cours de la période récente, je me suis bien gardé de m'exprimer sur cet aspect des choses. Même si, bien évidemment, je reviendrai à travers les mesures en perspective pour pouvoir éventuellement montrer que la région, les régions, et puisque Poitou-Charentes est bien évidemment directement concerné comme nous également sur cet aspect des choses. Donc nous sommes intervenus sur cette question-là. J'étais présent lorsque le président de la République est venu le 1er mars, n'est-ce pas, dans les régions. Et puis dans le calendrier politique, qui n'était pas très très facile, nous avons réuni en session extraordinaire le Conseil régional le 3 mars, c'est-à-dire le mercredi, la tempête ayant eu lieu dans la nuit du samedi au dimanche, pour pouvoir prendre un certain nombre de dispositions, à la fois d'urgence, qui ont été adoptées à l'unanimité de notre Assemblée. Le Poitou-Charentes a également pris un certain nombre de mesures d'urgence en la matière, avec des montants à peu près à l'identique, autour de 20 millions chacune, 40 millions d'euros immédiatement mobilisables dans une logique de solidarité sur les compétences qui étaient les nôtres, et qui sont encore les nôtres pour le moment, Monsieur le Président et Monsieur le Sénateur, notamment sur les compétences qui sont celles d'aménagement du territoire,
au-delà de la solidarité, de relations avec les communes, mais aussi avec les acteurs économiques, compétences actuelles des régions, mais aussi sur les mesures environnementales. J'y reviendrai. Donc, quelles sont les mesures que nous avons prises? Essentiellement, solidarité à direction des habitants et des communes, solidarité directe, à l'égard des acteurs économiques, divers et variés, aussi bien ostréiculteurs, agriculteurs, touristiques, exploitants d'activités commerciales diverses, et bien évidemment des possibilités directes d'aider les communes pour colmater les digues. Vous avez vu cette réalité-là sur le terrain. Nous sommes allés également, comme beaucoup d'autres, sur le terrain. Je signale qu'on parle de la Vendée, mais qu'il n'y a pas que la Vendée qui a été touchée, bien évidemment Charente-Maritime avec le département des Charentes, mais aussi la Loire-Atlantique, qui a été moins touchée en termes de vie humaine, sauf Moutier-en-Ré avec ces touristes-là qui sont morts la nuit, qui étaient dans leur camion caravane, dans le camping-car, ouais, mais les conséquences ont été également réelles sur la Loire-Atlantique, notamment sur les digues. Une anecdote que vous connaissez sans doute, le maire du secteur de Boin-Beauvoir, qui est responsable, président de 21 kilomètres de digues, avec un budget annuel de 70 000 €. J'y suis allé quelques jours après. Non mais je suis allé après. Il avait convoqué les pelleteuses, sans marché public, et sans le sou pour pouvoir les financer. Il y avait au moins une dizaine de pelleteuses, puisqu'on attendait une nouvelle. Et il a bien fait. Et donc, nous, notre démarche a été d'apporter une couverture, y compris financière, au-delà de l'aspect juridique, avec réactivité pour lui dire, on a voté 10 millions d'euros pour éventuellement subvenir à cette démarche d'urgence en la matière. Donc, solidarité à l'égard des personnes et des communes, solidarité à l'égard des entreprises et avance pour les digues. Une difficulté qui est toujours réelle, n'est-ce pas? C'est qu'au-delà de cette réactivité qui a été réelle, des fonds disponibles, c'est les conditions dans lesquelles, notamment les acteurs, et je pense aux acteurs économiques en particulier, ont été à même de mobiliser, ou plus exactement, de ne pas mobiliser les fonds qui étaient à leur disposition. Pourquoi? Et c'est un autre aspect de la situation actuelle que vous connaissez, c'est comment? Entre autres. Vous ne voulez pas parler du FISAC particulièrement. Non, non. Tous acteurs économiques. Oui, tous les acteurs économiques. Pourquoi? Parce que ils attendent un certain nombre de décisions, Monsieur le Président. Alors, décisions, bien évidemment, des assurances, décisions de l'État, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais décisions essentiellement des assurances. Et nous, les mesures en direction des acteurs économiques étaient conçues essentiellement comme des avances remboursables. Des avances remboursables qui permettaient d'être mobilisées tout de suite pour faire face à la situation, mais qui rentraient dans un plan de financement qu'on ne connaissait pas et qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Et donc, très concrètement, les ostréiculteurs nous disent, attendez, moi je ne connais pas comment les assurances vont nous rembourser, et donc moi je veux avoir un plan d'affaires pour les années qui viennent, qui ne mettent pas en péril l'équilibre économique de ma société. Donc vos avances remboursables, c'est bien gentil, mais ça ne réglera pas l'équilibre économique de nos entreprises. Même chose sur un agriculteur qui a été victime, là, je suis allé dans sa ferme il n'y a pas très longtemps, qui a perdu ses 600 brebis et puis ses 70 veaux, qui dit mais j'attends moi de savoir les assurances, l'aide de l'agriculture, etc. pour connaître mon plan d'affaires, pour que très bien les avances remboursables, alors ça peut aussi être des subventions dans la limite du droit, mais je le dis, il y a donc actuellement, et vous le savez, une inertie très très forte quant aux conditions, au-delà des bonnes volontés, aux conditions dans lesquelles les mesures prises peuvent être mises en œuvre. Mais absolument, nous l'avons constaté. On avait la chance la semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, d'avoir le ministre de l'Agriculture avec la LMA, la loi de médiation agricole ici. Nous l'avons assez précisément interpellé. Il est d'ailleurs venu à l'issue en Charente-Maritime et en Vendée pour annoncer quelques nouvelles. Mais voilà, la situation est grave sur le terrain. Les gens ont eu un premier traumatisme avec la tempête. Ils ont un autre traumatisme, notamment les agriculteurs, quand ils voient leurs vergers, quand ils voient leurs céréales qui ne peuvent pas pousser. Et en face de ça, il n'y a pas un euro, effectivement, qui avait été versé. Bon, là, on nous annonce cette semaine un premier faire fait, mais je partage ce constat.
Alors, donc là, par rapport aux démarches que l'on peut dire, aux constats, puisque là, on ne fait que des constats en la matière, c'est que on peut dire que la mobilisation territoriale, y compris de l'État en région, a été, en région et en département, j'entends, l'État territorial a été, au-delà des mesures de solidarité de tous les acteurs, je crois, a été salué de tout le monde, n'est-ce pas, hein, dans des conditions difficiles, mais a été salué de tout le monde. Autant, y compris, vous venez de l'indiquer, les relations entre les acteurs du territoire, qu'il s'agisse des communes, des départements, des régions ou des préfectures ou des services de l'État, et puis ce qui se passe au niveau national, il y a un peu de décalage, n'est-ce pas, et un coefficient d'amortissement qui est très très fort, y compris entre les discours et la réalité du terrain. Ça me permettra une petite digression à la fin, compte tenu du débat actuel sur les rapports entre les différentes institutions et la réforme territoriale notamment. Alors, je voudrais évoquer également maintenant plus exactement quelques perspectives. Je ne sais pas dans quel temps je suis. Dans quelques perspectives que l'on a essayé de mettre en œuvre avec des rencontres récentes avec notamment les maires et les acteurs économiques pour essayer, au-delà des mesures, c'est le sens des mesures que vous allez proposer, mais aussi également de redonner des perspectives à ce territoire, parce que je crois que au-delà des drames, il faut aussi avoir une sortie de cette démarche-là qui n'est pas bien évidemment facile. Quand même rappeler, avant d'aborder cette question-là, le débat sur la défense contre la mer. On a siégé ensemble dans la même institution et dans le cadre des contrats de plan précédents, il y avait une ligne budgétaire défense contre la mer, et je crois que le sénateur Oudin a été auditionné, il était porteur, étant élu de Noirmoutier, souvent de cette question-là, qui faisait l'unanimité dans nos assemblées. Je signale que nous avions demandé en 2007, à l'occasion de la négociation du contrat de projet, qu'il y ait, à la demande des acteurs, à nouveau une ligne budgétaire inscrite dans le contrat de projet de défense contre la mer. Cette démarche a été refusée par l'État, puisque le préfet de région de l'époque n'a pas eu mandat pour intégrer cette démarche de défense contre la mer dans le cadre du contrat de projet. C'est une convention particulière qui, à notre demande et avec la demande des départements, puisque les départements ont été, la Vendée et la Loire-Atlantique, concernés par cette démarche-là, a inscrit pour 3 ans, c'est terminé maintenant, une ligne budgétaire réduite par rapport à ce qui se passait précédemment et avec une intervention de l'État réduite également. Je n'ai pas fait de commentaires sur cet aspect des choses pendant la période, puisqu'il ne s'agissait pas me semble-t-il, de créer des conditions de polémique ou de chercher de pseudo-responsabilité dans ces questions-là. Ça ne servait à rien, mais je rappelle quand même ce fait qui est tout à fait réel. Et ça veut donc dire que cette démarche-là, que vous connaissez bien, doit être rappelée, n'est-ce pas, puisqu'on ne peut pas jouer au ping-pong sur les responsabilités telles que les uns et les autres doivent les partager. Je l'ai rappelé à François Barouin tout à l'heure pour l'avenant au contrat avec ta région, et je vous fais une confidence, c'est que je pourrais trouver facilement la date, je crois que c'est le 24 ou le 25. J'avais obtenu, depuis la fin d'année, la convention triennale qui mobilisait de l'argent de l'État, donc l'État était revenu de 50% d'intervention de son taux à 25%, de 50 à 25, et on était sans nouvelles. Donc, je m'étais adressé d'abord au MEDEM. N'ayant pas de réponse, je m'étais reporté sur Matignon. Et je n'ai eu qu'un accord oral, je crois que c'est le 25, pour la reconduction d'une convention. À l'époque, c'était un montant de 4 à 5 millions d'euros. C'était quelques jours avant le 28 février. Voilà, donc ça se passe de commentaires. Donc, nous avons rencontré les maires pour examiner les conditions dans lesquelles, encore une fois, sans nier les difficultés actuelles que j'ai survolées à l'instant, qui bien évidemment sont très très prégnantes pour l'ensemble des acteurs, mais également comment sortir, si je puis dire, de cette situation et redonner des perspectives à l'ensemble des acteurs.
Vous dire aussi, et je reviendrai sur les digues tout à l'heure en fin de propos. Alors, nous avons proposé très concrètement, on a délibéré là-dessus, les acteurs le savent, comment apporter une assistance. Nous ne cherchons pas à exercer une tutelle sur les autres niveaux de collectivité territoriale, mais comment apporter une assistance indispensable sur l'ensemble des préoccupations qui peuvent être les leurs et qui sont les leurs actuellement. Nous avons lancé une consultation avec leur accord et les conclusions de cette consultation doivent intervenir dans les prochains jours pour mettre à la disposition des 3 communes principalement concernés, c'est-à-dire la Tranche, la Faute et l'Aiguillon, des dispositions qui leur permettront de réfléchir sur les thèmes que je vais évoquer, qui sont ceux que vous connaissez bien, avec bien évidemment la dimension qui concerne les documents d'urbanisme. En termes d'assistance, je pense que la responsabilité doit être celle des élus locaux, et avec le contrôle régalien de l'État qui a la responsabilité, notamment fonction régalienne, intégrité du territoire aussi. Intégrité du territoire qui ne se défend pas seulement avec des mirages ou avec des grands bateaux, mais également aussi avec des mesures de protection du trait de côte, par exemple. Mais donc mesures d'assistance en la matière, y compris qui peuvent aller dans ce domaine-là. D'autres éléments très concrets sur les dimensions qui sont liées aux activités économiques de ces territoires. Bon, vous connaissez ces lieux-là, c'est quand même vocation touristique, je pense qu'ils doivent la conserver. En matière portuaire, aussi bien pour la pêche, pour l'ostréiculture, la mytiliculture, que pour la voile également, il y a des perspectives, et je pense qu'on a des marges de progrès sur ces territoires pour peu que tout le monde le veuille bien, y compris l'État, par rapport au domaine maritime. Et donc, nous sommes dans cette logique-là pour pouvoir faire en sorte, j'oubliais le logement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des politiques du logement qui sont complètement déficientes en la matière, et notamment en matière de logement locatif dans ce secteur-là, non seulement pour permettre aux personnes de pouvoir se reloger, mais également d'avoir une démarche d'aménagement du territoire et de logement qui soit conforme à ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui. Se pose la question de l'intercommunalité dans ce secteur-là, qui doit permettre également, comme dans d'autres, mais notamment qui doit permettre d'avoir des projets collectifs. C'est aussi pour nous, compte tenu des compétences qui sont celles de la région, les logiques liées à la formation, aux infrastructures notamment, dimension des acteurs concernés par cette démarche-là. Je pense que tout ça est en place et devrait permettre, si les acteurs le souhaitent, et en liaison avec les recommandations qui peuvent intervenir, de faciliter, si les acteurs locaux le souhaitent, la réflexion pour préparer l'avenir. Je termine sur les digues, plus généralement, donc les mesures d'urgence, j'en ai évoqué, je l'ai dit, sur l'avenir. Je crois qu'il y a eu une mission qui est venue sur les digues. Elle n'a pas daigné interroger les collectivités locales, notamment les régions. Bon, bref, on est un peu habitué à cette démarche-là. On n'a pas été... Oui, mais les régions sont absentes des missions d'État. Ce que je voudrais vous dire, c'est que bien évidemment, il y a là une situation très complexe qui remonte au Moyen-Âge sur certains aspects et qui mérite effectivement une vraie stratégie. L'actualité des régions et des débats que l'on connaît m'amène à dire que, compte tenu de l'absence actuelle, compte tenu de la loi de finances du mois de décembre 2009, les régions ne sont pas en mesure de financer quoi que ce soit dans ce domaine-là. Puisque, vous le savez, nous ne disposons plus, les régions françaises ne disposent plus de levier fiscal, d'aucun levier fiscal, et que par conséquent, il nous est impossible aujourd'hui, ce n'est pas une mesure caractérielle, c'est valable dans tous les domaines, de s'engager de quelque manière que ce soit pour financer des actions ou des opérations qui ne sont pas de notre compétence.
nous n'avons aujourd'hui aucune marge de manœuvre fiscale et indépendamment du contexte de crise ou de difficultés que l'on connaît actuellement, cette mesure date. Et y compris sur la base qui était celle de la région jusqu'à présent, c'est-à-dire oui. les 15%, me semble-t-il. Je dis qu'actuellement, nous ne sommes pas en mesure de prendre aucun engagement. Je ne dis pas qu'il peut y avoir des etc. C'est pas une mesure de blocage ni caractérielle. Nous sommes en situation de ne pas avoir aujourd'hui aucune lisibilité. Il y a des certitudes, c'est qu'il n'y a plus de marge fiscale. Il n'y a plus de marge fiscale. Et par conséquent, si l'on veut respecter et honorer les engagements qui sont ceux que l'on a pris sur les compétences qui sont les nôtres, vis-à-vis y compris du personnel, on a quand même quelques salariés supplémentaires depuis la loi du 13 août, je suis incapable, nous sommes incapables de pouvoir honorer, y compris les engagements qu'on a pu prendre dans certains domaines. C'est une position, encore une fois, de l'ensemble des régions françaises dans tous les domaines. Je voulais vous faire préciser, c'est une position qu'on peut reprendre comme une position de l'ARF. Ah oui, tout parce à fait. Que les digues, on était l'autre jour à Gironde, après, bref, mais on a des milliers de kilomètres de digues, aussi bien fluviales que maritimes, donc ça concerne, à mon avis, pas loin toutes les régions françaises. Donc cette position-là est une position de l'ARF qu'on pourrait traduire par le fait que dans le prochain plan digue, les régions n'apporteraient pas leur écho. Je peux vous dire que ma réponse au titre des régions est celle que je viens d'exprimer, que je reformule en réponse à votre interrogation. Dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire avec une absence de marge de manœuvre fiscale, de lisibilité sur les ressources des régions, n'est-ce pas? Nous sommes incapables de prendre des engagements supplémentaires par rapport à ceux que nous avons pris, notamment, moi j'ai personnellement considéré qu'un certain nombre d'engagements vis-à-vis du contrat de projet, je n'étais pas en mesure probablement de les respecter. Monsieur Malvy a déclaré il y a quelques jours par rapport aux engagements pour achat de trains par rapport à la SNCF que nous n'étions pas capables éventuellement d'honorer ces engagements. Donc nous sommes dans une période d'attente par rapport à cela qui nécessite, nous n'avons pas connaissance de façon extrêmement précise des conditions, des ressources dont nous disposerons en 2011, n'est-ce pas? Nous connaissons la suppression de la taxe professionnelle et il n'y a plus qu'aucune marge de manœuvre, si ce n'est la taxe sur les cartes grises, monsieur le sénateur, dont l'an dernier, les immatriculations ont baissé dans la région des Pays de la Loire de près de 16%, n'est-ce pas? Non, mais je veux dire que c'est une réalité très 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 forte. Je ne parle pas de la TIPP ou autre là-dessus. Donc ça, c'est un constat. Loi de finances s'applique pour l'année 2010 et les années qui viennent. Je pense qu'elle n'est pas sans conséquences réelles sur les moyens dont disposent les régions. Et donc, ma réponse est très très claire au nom de l'ARF. Après, je vous poserai. Vous avez terminé le point. Juste, restons sur le plan digue puisque nous y étions. On va se déporter de la question strictement financière. La région est intervenue régulièrement, et ça c'est un point historique. Donc, vous avez un certain nombre de pratiques, d'expériences. Qu'est-ce qu'il faut que le plan digue n'oublie pas? Qu'est-ce que c'est que pour vous, au-delà on attend un engagement de l'État pérenne, soutenu, robuste. On était en Hollande l'autre jour et on a vu que eux, ils ont un mécanisme d'agence de l'eau différent des nôtres, mais ils ont de leur agence de l'eau une contribution sur l'eau potable, sur le traitement et en même temps sur la protection. Bon. Mais c'est quand même important puisque eux calculent qu'avec le changement climatique, à chaque fois que on augmente de 25 cm le niveau de la mer, il a augmenté chez eux son changement climatique de 40 cm en 2 siècles depuis 1800, donc y compris les digues, on en a en Vendée, en Pays de la Loire, des digues qui ont été réalisées en 1800 et même avant. Donc vous voyez un petit peu la corrélation entre la cote de la digue et puis la cote du niveau de la mer. Il nous indiquait qu'à chaque fois qu'on augmente de 50%, de 50 cm, un événement qui avait une occurrence d'un siècle revenait tous les 10 ans, ce qui est énorme. Bon, donc on a quand même besoin d'un plan digue. Donc qu'est-ce qu'il faudrait que le plan digue n'oublie pas pour que ce soit un bon plan digue, selon vous? Est-ce que vous êtes favorable, défavorable au rehaussement? Il y a une problématique qui se pose. Il y a le problème de la gouvernance. Est-ce qu'il faut un gros machin national ou est-ce qu'il faut plutôt une gestion locale? Est-ce qu'il faut, comment dirais-je, la question des propriétés? Ça nous concerne moins, mais on a quand même un peu de propriété privée, etc. Qu'est-ce que, pour vous, c'est quoi un bon plan digue? Voilà.
On l'a évoqué un peu à travers les principes. Je reste sur les principes, hein, c'est le sens de votre question. Les principes, c'est effectivement l'État, responsabilité régalienne de l'État. Donc les règles doivent être fixées nationalement et pouvoir être déclinées. Alors là, je partage ce que suggérait votre questionnement. C'est pas de Paris qu'on peut régler l'ensemble des dossiers territoriaux, et donc l'implication des acteurs du territoire est tout à fait nécessaire. La dimension de la propriété, au-delà de la propriété, de la responsabilité, doit être clairement et beaucoup mieux identifiée. Et je citais tout à l'heure le secteur de Boin et de Beauvoir. Il est évident que des situations comme celle-ci sont pas tenables, n'est-ce pas? Je reprends les propos du maire que vous connaissez bien également, disant que il m'arrive de me lever la nuit pour faire le tour sur ces 21 kilomètres de digues pour voir s'il n'y a pas une catastrophe en la matière. Donc cette réalité-là, ça n'empêchera pas le sens des responsabilités des élus locaux, mais je pense que ça doit être effectivement l'occasion de pouvoir clarifier à la fois le terme de propriété, mais je pense que c'est pas l'élément essentiel, mais en tout cas de qui est responsable de quoi en la matière. Les territoires doivent être bien évidemment concernés. Je dis territoire, les ressources sont bien évidemment, on a dit un mot, tout à fait essentiel au-delà du constat de propriété et de responsabilité, mais la dimension territoriale, c'est le sens que vous aviez noté, je crois, dans les premières conclusions de vos auditions. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une implication et une responsabilité des territoires. Quand je dis territoire, ça concerne effectivement les différents niveaux d'institutions territoriales, avec des financements qui sont appropriés, qui s'inscrivent dans la durée et qui ne sont pas soumis aux aléas que l'on vient d'évoquer tout à l'heure. Si quand même il y a un point sur lequel j'ai oublié de vous questionner, mais vous serez un peu concerné, même très concerné quand même, c'est que l'État imagine dans son plan de financement sur les digues de mobiliser un certain nombre de ressources, peu importe. Et dans ces ressources, il y a l'idée d'un redéploiement. On était à Bruxelles, on a rencontré d'ailleurs le commissaire européen qui est en charge des politiques régionales, un redéploiement du FEDER. Est-ce que vous en avez alors parce qu'il y a une cogestion du FEDER, me semble-t-il, au niveau territorial régional entre l'État régional et le Conseil régional, d'accord? Est-ce que c'est une information qu'on vous a donnée, que vous avez eue, et si oui, est-ce que vous y travaillez de concert avec l'État? Patrick Joie a une information là-dessus récente. Président, il y a trois données dans la relation avec les financements européens. La première, peut-être celle d'ailleurs que vos premiers travaux ont signalé, la région d'ailleurs avait délibéré sur la question également, c'est la gestion du fonds de solidarité du FSUE. Le FSUE. Absolument. Donc vous le savez, c'est en cours d'examen à la Commission européenne. Je crois que l'État n'a pas complètement encore rendu son rapport interministériel qui est attendu par l'Europe. On a quand même bon espoir que le FSUE intervienne pour couvrir une part des dépenses publiques qui ont été assumées par les pouvoirs publics au sens large du terme. Alors moi, je fais simplement une observation plutôt en objectif. Il me paraît essentiel que la gestion du FSUE, que l'autorité de gestion, puisque ce ne sont pas les régions en France, vous le savez, dommage, que cette gestion par l'autorité de gestion soit assumée par les deux préfets de région. Je sais que des opérations ou manœuvres sont en cours pour que ce soit plus l'un que l'autre. N'oublions pas que Poitou-Charentes a été très touché, mais que Pays de la Loire l'a été également, y compris sur 2 départements. Donc il ne faudrait pas oublier que la remontée de la tempête et l'effet dont vous parliez sur la gestion des digues a aussi concerné l'estuaire de la Loire. C'est pas fait sur la FSUE, c'est un dossier difficile. On s'en est rendu compte. Alors bon, peut-être que la Commission pour aider la France malgré tout, exceptionnellement, pourrait faire un geste, mais c'est un dossier qui est compliqué. Et si vous avez l'interlocuteur l'inspecteur général, c'est Michel Castex. Vous auriez utilement peut-être un contact avec lui. Tout à fait. Mon observation valait plus pour l'État, pour la gestion de l'après, si Bruxelles décidait le FSUE pour notre tempête. Le deuxième cran dans la gestion des relations avec l'Europe, c'est celui que vous soulignez sur les cofinancements FEDER pour les digues.
Alors moi je crois que c'est important qu'on mobilise du FEDER pour les digues parce qu'il faut une mobilisation de tous et l'Europe est bien placée. Ceci dit, moi il faudra aussi qu'on nous rappelle les cohérences d'intervention de l'État. Le président de la République a annoncé 50% de financement d'État sur les plans d'urgence sur les digues, puis 40%. Il ne faudrait pas que le financement européen vienne en déduction du financement national. Par une... non, oui. Nous, on a compris, moi aussi, d'ailleurs, je l'avais dit à M. Borloo, c'est 40 plus 10. Voilà, pas donc 40 moins 10. Ce point-là est important, au moins pour la gestion d'urgence. Il faut que les engagements de chacun soient tenus et que le financement européen permette de faire plus, mais ne permette pas à un des financeurs de faire moins. Troisième observation sur la gestion du FEDER, et nous rentrons récemment dans la discute sur la revisite à mi-parcours de la gestion des PO FEDER. C'est un travaux qu'on est en cours de faire avec Bruxelles. Je pense qu'on serait inspiré, État, région, Europe et territoire, à réfléchir, comme le président de région l'a dit, à réfléchir à l'après-crise. C'est-à-dire qu'on aura à mobiliser des financements publics pour préparer l'après-tempête, parce que ces territoires vont être impactés lourdement. Et je pense qu'il ne serait pas inutile de réfléchir sur les deux régions à des financements dédiés FEDER pour financer des investissements publics structurants qui permettront à ces territoires de s'en sortir. Là, on est tout à fait d'accord pour pouvoir réutiliser ou réorienter, dans le cadre des réajustements du contrat de projet, réorienter et des gestions des fonds. Mais vous n'avez pas été saisi en tant qu'institution co-gestionnaire du FEDER d'éventuels redéploiements avant 2013? Non. D'accord. Mais on doit les préfets, à ma connaissance, n'ont pas reçu leur lettre de mission de révision à mi-parcours, puisque on est dans ce calendrier-là. Donc normalement, la feuille de route doit arriver au mois de juillet pour pouvoir être traitée à l'automne. Ça me permet de lancer également une interrogation. On revisite à mi-parcours les PO FEDER. Au même moment, on revisite à mi-parcours le CPER. Oui. Donc la question pourrait se poser, que l'État dise, oui, je n'ai pas eu l'intelligence de mobiliser, comme on l'avait fait par le passé, des crédits sur les digues. Et dans ce cas-là, la région, est-ce que ça serait pas la région qui dirait, oui, mais donne pas ce mousse. Si l'État venait sur ce sujet, il faudrait que ce soit avec des abondements de crédits de l'État. C'est-à-dire que vous savez, la gestion à mi-parcours d'un CPER, c'est on utilise les crédits du CPER pour les redistribuer. C'est-à-dire que si l'État veut venir sur ce sujet, il faut qu'il vienne avec de l'argent. C'est aussi cet été, la renégociation avec l'État Oui. D'accord, ça c'était point important quand même. Et c'est là que je reprends sur la dimension d'un contrat territorial spécifique, compris avec les départements, régions et autres, pour préparer l'avenir sur les différents thèmes, peut être inscrit comme étant un contrat spécifique d'après-tempête, comme il y en a eu un en 99. L'État avait fait un avenant par rapport à cette région. Absolument. Absolument, avec de l'argent en plus, je me souviens parfaitement. Très bien. Alors, bien sûr, vous n'avez pas la compétence de l'urbanisme, et je pense que l'urbanisme doit être géré dans la proximité, donc vous n'avez pas à l'avoir non plus. Néanmoins, la région, vous avez quand même une compétence d'aménagement du territoire. Si on la conserve en tant que clause de compétence générale, Monsieur le Sénateur, vous allez avoir l'occasion d'exprimer votre point de vue dans peu de temps. Vous pouvez déjà voir au Sénat ce que j'avais dit sur l'article 35. Bon, et je me prépare pour quelques jours sur ce que les députés ont fait. Mais au-delà de la clause générale de compétences, on peut difficilement séparer la gestion du risque de l'aménagement du territoire. Tout à fait. Ça, je l'ai évoqué tout à l'heure, oui, bien sûr. Ça c'est très bien et je pense d'environnement que au sens large. Et d'environnement au sens large. Bon. Quelle est votre approche justement comment dirais-je? On a construit quand même en dépit du bon sens. Je crois qu'il y a une pression, c'est-à-dire qu'on a au plan planétaire une pression sur tous les littoraux, dans le monde entier. Bon. On a en plus un changement climatique. Donc on a un problème avec des risques qui peuvent devenir de façon plus récurrente. On a une population qui s'agrège. Comment vous voyez ces choses-là en termes d'aménagement du territoire sur le littoral? Et sur l'urbanisme, est-ce que, je suis parfaitement d'accord, l'État régalien, maintenant, est-ce qu'il a toujours eu le contrôle de l'égalité s'est avéré extrêmement lacunaire. Comment vous, une institution régionale, quel regard vous posez sur ce point-là d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction parfois un peu désordonnée, en tout cas d'une très forte pression locale?
C'est difficile pour des élus locaux d'y résister parce qu'ils s'inscrivent dans le développement aussi de leur commune, de leur collectivité. Voilà. Quel est votre regard sur ce point-là ? Je crois que beaucoup de choses ont été dites à cette occasion, mais c'est pas uniquement à cette occasion. Je pense que la pression dont vous faites état est une réalité et par conséquent il faut qu'il y ait des règles. Ça va de soi. Et il faut surtout qu'on contrôle les conditions dans lesquelles ces règles sont respectées ou pas. Je pense aussi, et je crois que votre regard sur ce qui se passe à l'étranger démontre qu'il y a aussi des adaptations, des modes même d'aménagement et de construction qui peuvent trouver un certain nombre de réponses à, non pas à des risques maximum, je crois qu'il y a des endroits où bien évidemment l'interdiction de construire doit être claire et nette et respectée, mais il y a aussi, d'abord, je ne pense pas que dans votre rapport vous allez proposer de démolir toutes les maisons, non pas dans les zones noires telles que ceci a été arrêté et modifié, on peut dire là-dessus que les conditions dans lesquelles tout ça a été présenté est pour le moins discutable, n'est-ce pas, et qu'on a créé de l'angoisse, de l'anxiété et du désespoir inutilement, n'est-ce pas, après ces événements dramatiques. Et donc je crois que pour être allé dans certaines maisons, quand il y a un étage, ce qui est le cas des constructions le long de la Loire, puisqu'il n'y a pas que la côte, n'est-ce pas, qui est vulnérable aux risques et aux inondations et bien d'autres lieux, je crois qu'il y a aussi des mesures, je dirais, techniques, n'est-ce pas, qui permettent non pas d'éliminer les risques, mais de prendre un certain nombre de mesures qui sont celles qui ont été évoquées et qui ont permis à un certain nombre de familles de vivre cet événement exceptionnel, j'insiste sur le caractère exceptionnel, sans avoir de drame personnel. Donc je crois que il me semble qu'il ne faut pas tomber, je vais jusque-là, dans une logique qui soit liée uniquement à l'événement et qui interdise le développement des communes. Je crois qu'il faut avoir, et là la marge est étroite, n'est-ce pas, pour les pouvoirs publics et pour la réglementation, mais les mesures, on l'a vu, les mesures à la serpe simpliste qui consistent à dire, ben voilà, il y a des zones, c'est fini, c'est terminé en la matière, alors qu'il y a des gens, moi j'en ai rencontré, qui bien évidemment ne souhaitent pas revenir sur ces territoires-là, d'autres qui étaient dans zone noire et qui n'avaient pas eu un millimètre d'eau dans leur propriété, d'autres qui ont vécu ça comme un élément effectivement exceptionnel, mais qui ne mettait pas en péril la vie des personnes qui habitaient dans cet espace-là. Je crois que là-dessus, on a réagi beaucoup trop vite en la matière. Je pense qu'il faut effectivement qu'un certain nombre de mesures, mais c'est pas uniquement sur cette partie du littoral. On a connu dans d'autres régions du littoral des éléments de spéculation foncière, de spéculation immobilière qui ont pas entraîné des conséquences comme humaines au même titre que celles que l'on a connues sur le sud et sur les deux régions, mais qui a entraîné une dégradation en matière d'environnement globalement, n'est-ce pas? Donc moi je crois qu'il faut considérer que le développement que l'on qualifie de durable aujourd'hui doit être un axe qui bien évidemment prenne en compte la sécurité des personnes, mais crée les conditions et garantisse aussi les conditions pour les communes concernées qui sont aussi capables d'un certain nombre d'adaptations et d'ajustements de pouvoir continuer à avoir des perspectives. Alors la marge est étroite, je ne réponds pas de façon précise à cette démarche-là. Vous voyez que Patrick Join me montre ce que j'avais sur mon papier également, c'est le problème du foncier. Vous connaissez ce foncier puisqu'il y a quelques difficultés dans l'ensemble des régions pour pouvoir disposer d'outils qui permettent justement une régulation sur le foncier, établissement public foncier soit départemental soit régional, n'est-ce pas, qui est aussi un outil public pour créer les conditions à la fois d'un usage qui va se poser pour les terrains, les territoires qui ne peuvent plus être constructibles, je crois que c'est évident, et puis également pour permettre également ce développement que je cite également. Je pense, pour être là encore au-delà de la construction, si dans les estuaires on n'y développe pas des activités maritimes, aussi bien en termes de culture marine que de voile ou que d'autres activités, où on va le faire. Donc il faut aussi qu'il y ait dans ce domaine-là, au-delà de l'émotion, de la réflexion en termes de prévention qui est tout à fait nécessaire, il faut aussi qu'on considère que les activités
l'activité humaine doit pouvoir continuer à s'y exercer avec le maximum de précautions, mais ça doit être aussi un élément qui rééquilibre les discours un peu hâtifs que l'on a pu entendre au cours de ces derniers mois. Hier, en Gironde, le préfet de région, Dominique Schmitt, qui était un ancien DGCL, nous indiquait quelle était la stratégie de l'État sur l'estuaire de la Gironde et nous faisait part de sa volonté de créer un établissement public foncier d'État sur son département, sur sa région, j'imagine d'ailleurs aussi. Pour terminer peut-être, et ce sera peut-être en même temps la conclusion, donc on essaie en même temps de voir ce que chaque niveau de collectivité, donc il y a les communes bien sûr, qui est vraiment l'échelon proche, les départements avec leurs compétences, et puis les régions. On essaie de voir ce que chaque niveau institutionnel de collectivité peut apporter dans cette espèce d'articulation qu'en France on n'a pour l'instant pas réussi, de gestion du risque et de gestion de l'espace. C'est-à-dire la gestion du risque, l'environnement, voilà, on a connu des digues qui ne se faisaient pas parce qu'il y avait une opposition entre les environnementalistes, les agriculteurs ou autres, ou les développeurs. Bon. Mais qu'est-ce que la région peut apporter en matière de politique d'une plus grande culture du risque en France? Qu'est-ce que la région peut apporter justement dans cette articulation où il faut à la fois mieux gérer le risque pour pouvoir prévenir, on ne l'éliminera pas, mais en même temps continuer un développement, néanmoins, ne pas démissionner, pour laisser tout notre trait de côte mangé par la mer. Bon, on a entendu ici un certain nombre de discours qui sont des discours, pas de problème, il n'y a pas de problème de développement, la mer ça va, ça vient et on laisse faire. Bon. Qu'est-ce que le niveau régional, excusez-moi, c'est au-delà même de la région Pays de la Loire, mais qu'est-ce que le niveau régional peut apporter demain comme contribution sur cette culture du risque et cette articulation avec l'aménagement de l'espace? Je crois que ça se situe d'abord dans des réflexions qu'on a développées déjà ou des documents qui existent déjà mais qui ne prenaient pas en compte de façon systématique cet aspect des choses, c'est schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Je pense que si l'on considère que les régions, notamment, ont encore une responsabilité par rapport à l'aménagement du territoire au sens large, il y a donc nécessité d'avoir un document prescriptif qu'il n'est pas aujourd'hui. C'est le vrai débat des régions, entre autres, sur les fameux schémas qu'on est tous en train d'élaborer pour savoir si c'est des documents pour se faire plaisir ou pour faire de la communication ou si ce sont des documents qui sont des documents prescriptifs. Et donc je crois que dans une logique qui est celle questionnement que vous posez, je pense que les régions, si on considère qu'elles ont encore un avenir dans ce domaine-là, doivent être porteurs en liaison avec l'ensemble des acteurs. C'est pas une logique entre une voie d'exclusivité en la matière, mais de la réalisation d'un schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire. Ça doit bien évidemment intégrer, plus qu'on ne l'a fait jusqu'à maintenant, la dimension, et dans un territoire comme le nôtre ou dans tous les territoires, cette dimension de prévention des risques, qui fait partie des éléments qui concilient à la fois la nécessité sur laquelle on vient de débattre, mais également l'avenir en termes de développement économique, développement, etc. Donc moi je pense que le rôle des régions, c'est de pouvoir être fédérateur et porteur d'un tel document qui devient prescriptif avec toute la démarche de partenariat en la matière. C'est ce qu'on a fait, mais pas dans une logique à la fois de prescriptive, y compris intégrant un volet risque qui, dans les documents qu'on a traités, est insuffisamment traité. Et ça me permet de rebondir. Quel est votre sentiment sur nous? Le sentiment que la mission a, c'est que la politique du littoral, qui devrait être une grande cause nationale parce que on n'est pas l'Autriche, on est la France, qu'on a un littoral. J'ai plus grand respect pour l'Autriche par ailleurs, mais on n'est pas un État continental central, je veux dire. Ils ont des avalanches aussi là-bas. Oui, c'est vrai. Mais on a quand même le sentiment un peu d'un abandon de ce point de vue-là. Et quand on regarde à côté, y compris d'ailleurs dans les assemblées, on constate que les montagnards sont très organisés, que systématiquement il n'y a pas une loi sectorielle qui passe sans qu'il y ait un volet pratiquement montagne. Bon, est-ce qu'il faut pas réincarner ça au niveau national quand même?
sur un certain nombre de dimensions d'ailleurs, qui sont les dimensions dont on discute depuis le début de notre entretien, de notre audition, aussi bien donc risque, environnement, mais aussi développement économique, spécificité littorale, parce qu'on traite les choses bout par bout, petit bout par petit bout, en réaction toujours par rapport à des événements, des crises. On ne parle pas de la politique de la pêche, mais bon, il y a quand même des politiques, il y a sur le littoral, je pense, un certain nombre de problématiques qui se posent et qui doivent rester aussi du ressort de l'État. En tout cas, l'État ne peut pas s'en désintéresser. Quelle est votre perception des choses? Le vocabulaire qu'on utilise dans une région qui a 450 km de côte, c'est sous le vocabulaire d'économie maritime. Économie maritime au sens large, n'est-ce pas, qui intègre aussi bien le tourisme, qui représente quand même un élément tout à fait essentiel d'attractivité du territoire, pas seulement pour les Français, mais pour les Européens en général, et puis toutes les activités qui sont liées à la mer, aussi bien la partie nautique que la partie pêche ou aquaculture. Donc je pense qu'il y ait une réflexion nationale sur une politique de l'économie maritime au sens large, puisque c'est le vocabulaire que l'on utilise, je ne sais pas si c'est le bon, oui, mais quand je dis économie maritime... Au sens d'économie, oui, au sens premier sens du terme. Oui, au sens développement durable, écosystème, etc., puisque c'est aussi comme ça qu'on a essayé de le traiter dans la région. Je pense que cette démarche-là, l'État ne peut pas s'en abstraire. Très bien, écoutez, merci. Merci de la réponse précise à l'ensemble de ces cas. Est-ce qu'il y a un point? Non, en conclusion, il n'y a pas de... Je crois qu'on a évoqué certains nombres de choses. Je insiste sur le premier point. Excusez-moi, ça paraît peut-être être un peu en décalage par rapport à l'émotion qu'a suscité cette démarche-là. Mais je crois aussi qu'il y a une démarche un peu d'humilité, et c'est pas forcément mon genre, par rapport au rapport entre l'homme et la nature, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut vraiment aussi avoir en toile de fond cette réalité-là, quoi, puisque vouloir, y compris dans la loi et dans les règles, et éliminer tous les risques naturels. On sait bien, hélas, dans ce domaine-là, qu'il y a quand même une catastrophe exceptionnelle dans une conjoncture exceptionnelle, même si les risques dans ce domaine-là peuvent être accrus. Donc je crois que les efforts, y compris ça concerne l'adaptation de l'immobilier, ça concerne les éléments d'information qu'on a indiqués, je crois que ce volet-là n'a pas été, au moment de l'émotion, n'a pas été traité, quoi, me semble-t-il. Écoutez, c'est la raison pour laquelle moi on a demandé à ce qu'on auditionne François Eval, qui est un philosophe, sociologue, un peu spécialiste du risque, qui dans 8 jours viendra nous parler, voilà, parce que je pense qu'il y a en même temps, il faut que l'action est importante, mais elle doit s'enraciner aussi dans cette réflexion du rapport de l'homme à la nature. Monsieur le Président, merci de cette audition. C'est la fin de cette audition. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec les travaux parlementaires cet après-midi 15h avec la suite de l'examen du projet de loi de réforme des chambres de commerce et d'industrie. Bonne journée à tous sur Public Sénat.